L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. L'AES tend la main au pays de la CEDEAO et justement, cela s'inscrit en faux contre la présentation qu'on a voulu faire des dirigeants de l'AES comme des schizophrènes qui ne comprennent pas de manière pragmatique là où se trouvent leurs intérêts et qui font un concours de rupture. Non, ils sont réalistes. Ils ne font pas une démonstration d'animosité envers leurs voisins. C'est une différente d'approche géopolitique. Ça ne veut pas dire on rompt les relations avec les autres. Donc, évidemment, ils ne vont pas comme ça au pied levé dire on sort de l'UMOA, on sort de telle ou telle institution. Et de toute façon, il y a interdépendance. En économie, c'est toujours comme ça. Autant on va dire que ces pays dépendent du littoral, autant les pays du littoral également dépendent du commerce des produits de ces pays enclavés qui dépendent du littoral. Si j'ai un port chez moi et qu'il n'y a pas de marchandises qui transitent par le port, mes caisses restent vides. Parce que celui qui produit dans l'interland, il a besoin effectivement de mon port, mais moi aussi j'ai besoin de son cash flow pour pouvoir faire fonctionner mon port et réciproquement. Les marchandises qui viennent de l'extérieur transitent par mon port et sont achetées par ces pays-là. Donc il faut sortir de la logique selon laquelle, parce qu'un pays est enclavé, c'est lui qui dépend du littoral. Le littoral dépend autant de lui que l'inverse. Les Suisses produisent des produits à forte valeur ajoutée. C'est un pays enclavé. La Suisse, il n'y a pas d'ouverture sur la mer. Mais effectivement, comme les pays qui ont accès au littoral ont besoin du commerce avec la Suisse, évidemment, ces pays-là profitent également de ce fameux transit des produits suisses, que ce soit la France ou autre. On est en plein dans justement ce que je suis en train d'évoquer. Et c'est par rapport à tout cela que l'AES a toujours précisé que nous n'allons pas détruire la dynamique relationnelle, historique et anthropologique que nous avons avec nos voisins. Au contraire, nous allons avoir une approche différente sur les rapports avec l'extérieur. Et dans le meilleur des cas, nous vous invitons, vous les autres pays, à avoir la même. Il serait donc malvenu que d'une manière ou d'une autre, vous jouiez les pompiers pyromanes en hébergeant des plateformes qui font le bien de nos bourreaux et nous mettent en difficulté. Et j'ai toujours trouvé... Oui, termine vite fait. Je pensais que j'allais réagir à son intervention qui était plutôt prolifique. Donc, et justement, je trouve toujours malsain, je disais, que le commentaire soit fait a posteriori sur la difficulté que ces pays ont à régler le problème terroriste. Ça ne remet pas en cause le bien fondé de l'AES. L'Union africaine, depuis la déclaration de Sirte de 99, n'a pas 2 jours non plus, mais elle n'a pas non plus brillé par son indépendance, par son autodétermination ou par ses grandes réalisations. Elle a plutôt ressemblé, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, à un collège de personnes qui se réunissent en costume, cravate, font un week-end dans les hôtels et après rentrent chez eux. Avec l'AES, on a vu, ce n'est pas la première fois qu'on en discute, une réelle possibilité d'efforts communs. Avec cette initiative pilotée par la France d'ailleurs, selon ses propres aveux, de conduire et d'encourager, de parrainer l'armée de la CEDEAO qui devait y intervenir au Niger pour réinstaller Mohamed Bazoum. La force en attente. Oui, si on n'a pas su pourquoi cette force-là, enfin si on ne sait pas jusqu'à ce jour ce que cette force aurait fait si elle avait été opérationnalisée, c'est parce que la défense commune, conformément à l'article 6 de la charte de l'AES, a été enclenchée et il n'était pas possible d'intervenir au Niger sans déclencher une guerre sous-régionale. C'est précisément ce que les pays de l'AES recherchent, c'est-à-dire plus personne ne va venir nous marcher dessus parce que celui qui s'attaque à l'un de nous s'attaque à tout le monde. Et si les pays de la CEDEAO voyaient la chose de la même manière, plutôt que de plonger eux-mêmes dans l'illégalité en gelant par exemple les avoirs dans les banques centrales, dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine et dans la BCAO, les avoirs des pays de l'AES qui n'est inscrit dans aucune des chartes de la zone, effectivement, si on était plus dans une logique de collusion malgré les différences, si la CEDEAO avait compris il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ce que l'AES continue d'expliquer aujourd'hui, évidemment, on n'aurait pas eu ces remous-là qu'on a eu. Vous ne pouvez pas avoir des voisins qui ont des difficultés avec les djihadistes et vous gelez leurs avoirs, c'est-à-dire de 2 mots le moindre mal. Oui, ils ont organisé un coup d'État qui ils ne rétablissent pas Mohamed Bazoum, mais pas pour un individu. On va mettre en péril la sécurité de millions de populations en violant les textes d'une organisation sous-régionale et en accentuant, en facilitant justement l'incursion des djihadistes pour après brandir le fait qu'ils ont du mal à régler le problème. Le fait que l'opposant malien ait réussi à entrer en contact avec le Djinim, ça ne veut rien dire du tout non plus, parce qu'on a vu avec le Mossad israélien, qui est l'un des services de renseignement les plus performants au monde, comment une petite bande de personnes a réussi, depuis la bande de Gaza, alors on va en parler. carrément à éliminer 1 millier de personnes dont les failles ne remettent pas en cause le bien fondé d'une organisation, c'est simplement les imperfections militaires qu'on peut avoir dans des situations de guerre. On va parler justement de ce cas malien et donc cette médiation personnelle qu'a entamé Omar Mariko, l'opposant malien, pour
permettre la libération donc, de soldats détenus par le JNIM. Est-ce que ce n'est pas ce type d'épisode, Sadio, qui tendent à nourrir les thèses les plus terribles en fait pour les adversaires de l'AES, d'avoir un opposant politique qui a des liens directs avec le JNIM au point d'aller négocier lui personnellement avec ce groupe djihadiste? Je crois qu'il n'en est pas sa première fois. Il a déjà eu à le faire et à faire libérer des gens. Mais j'ai le réserve à dire qu'une démarche personnelle dans ce cas-là, non seulement il a pris des risques personnels parce que ça pouvait, et que personne ne pouvait le protéger. S'il lui arrivait quoi que ce soit, on aurait certainement mis ça encore sur le dos des dirigeants qui n'ont pas pu le protéger et qu'il a disparu. Autant, lui, je pense qu'il a voulu lancer un message politique à ceux qui sont là, qu'il combat et qui n'arrivent pas à... c'est des centaines de militaires qui sont enlevés quand même par le JNIM. Lui, il a pu en rencontrer 17 pour dire, vous n'arrivez même pas à protéger vos propres militaires, qui ne font pas l'objet de beaucoup de communication, il faut le dire. Parce que lorsque c'est des étrangers, ils ont la possibilité de payer. On a vu que Assimi a été lui-même médiateur quand le général l'émir qatari a été arrêté et les Égyptiens pour remettre 50 millions de dollars au JNIM. Il s'était rendu disponible. Dans ce cas, on peut négocier avec eux quand il s'agit d'étrangers, mais les militaires nationaux qui n'ont pas vu leur famille depuis tant de temps, qu'est-ce qu'il faut en faire? Donc, le manque de communication. Le public ne sait pas si l'armée malienne négocie déjà peut-être cette mais libération. C'est ça, ils peuvent à peu près le savoir parce que par ricochet, le JNIM prend quelques-uns d'eux pour leur mettre devant les caméras et qu'ils expriment, qu'ils disent où ils sont, depuis combien de temps ils sont et demander leur libération pour rejoindre leur famille. Donc, ils font souvent des coups comme ça pour montrer qu'ils détiennent des gens. Je crois qu'eux-mêmes veulent passer à autre chose pour pouvoir les libérer. Les camps ont dû être saturés de militaires de ce genre. Mais je crois qu'il y a plusieurs lectures à faire. Il y en a qui nous diront oui, d'autres diront non. Mais je crois que pour sa sécurité personnelle et pour ne pas en rajouter à la déliquescence d'un État déjà à terre, c'est des choses qu'il aurait peut-être fallu éviter. Alors, on va parler du Togo donc, et de son rôle donc, de médiateur entre les deux organisations. Wilfried, on peut croire en la sincérité de cette démarche togolaise, sachant qu'on a entendu des voix se revendiquer une proximité entre le Togo et l'AES, un côté AES compatible, alors que politiquement, il y a quand même... On aurait du mal à situer le Togo dans une alliance des États du Sahel qui se veut anti-impérialiste, qui se veut contre les dictatures imposées constitutionnellement. Monsieur Faure Gnassingbé, puisqu'il s'agit de lui, applique la formule de Recep Tayyip Erdogan en Turquie. C'est-à-dire, on est assis entre deux chaises, on surfe sur les deux tableaux, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut prendre l'analyse à deux échelles. La première échelle, c'est l'échelle personnelle, celle qui concerne le régime de Gnassingbé lui-même. Il a beaucoup de choses à se reprocher, c'est-à-dire, c'est la continuité du père. Depuis la chute d'Olympio, en 63, après la parenthèse Grunitzky, ce sont les Eyadema qui sont au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, encore qu'on peut mettre la parenthèse Grunitzky dans le régime Eyadema, le logiciel étant le même. Et donc, on a eu la petite pirouette constitutionnelle récente avec M. Savi de Tové, le figurant de service, pendant que M. Faure Gnassingbé, évidemment, va assurer la réalité et la continuité du pouvoir exécutif. Cela est critiqué et vu d'un mauvais œil de la part des analystes avertis qui ne tombent pas dans le prisme de se dire que le seul coup d'État, c'est celui mené par les militaires. Il y a eu effectivement un coup d'État au Togo, un coup d'État en règle. Donc voilà. Et à partir de là, outre l'opposition togolaise, il y a une opinion publique africaine qui ne pardonne pas à M. Faure Gnassingbé ce putsch institutionnel dont il est l'acteur et dont il va essayer de se refaire une santé. À cela s'ajoute évidemment son passif qualifié péjorativement, ou plutôt régalsiquement d'ailleurs, comme France-Africain, dans le sillage des Macky Sall, des Houphouët-Boigny et autres Alassane Ouattara. Et donc, avec l'AES qui se profile, Faure Gnassingbé opère une sorte de résurrection politique où il se met en tampon entre les deux structures AES-CEDEAO et il dit moi, je suis prêt à jouer les arbitres, je suis prêt à être la passerelle, je suis prêt à établir le pont entre vous deux et comme ça, on peut résoudre la crise que nous avons de manière plus ou moins politique. Ça, c'est l'analyse personnelle. Dans une approche plus globale, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que le Togo, d'une certaine façon, quelles que soient les motivations qui sont derrière, amorce ce qu'il faut amorcer. Et je pense que c'est ce qui a d'ailleurs inquiété le pouvoir français et qui fait qu'on a un Jean-Noël Barrot qui s'en va en courant à Lomé pour essayer de rappeler aux Togolais que Gnassingbé, finalement... c'est excellent. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.